Je vous ai dit que l'erreur de beaucoup, c'est de continuer à fonctionner comme si Biya était encore là. Parce qu'en fait, la lecture que vous faites, c'est une lecture biaisée par rapport à nos réalités. La position des alliés de Biya, notamment Bello Bouba et Issa Chiromé, était devenue intenable avec l'état même du chef de l'État. C'est des gens qui ont soutenu un président qui assumait ses missions, qui faisait ses remaniements ministériels, qui prenait des décisions. Aujourd'hui, ce président n'existe plus. Non, mais ça c'est exagéré. C'est ce que j'appelle excès de langage. Mais bon, vous pouvez pas le dire comme ça, Dieudonné Somba. Non, je peux pas laisser dire ça. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Ce président n'est plus aussi actif qu'avant. Dieudonné Somba dit qu'il n'existe plus. Bah, ça, c'est excessif peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous pouvez dire qu'il n'existe plus? On ne le voit plus comme président. En tout cas, il y a une rupture entre ce qu'il faisait quand il était actif et la situation actuelle. Ça fait combien d'années il n'y a pas de remaniement ministériel? Ça fait combien d'événements aurait dû la magistrature? Bon, alors, les Bello Bouba qui, eux, ont accepté de se mettre derrière un président Biya actif, comme autrefois. C'est dans une situation où le président Biya, il ne le voit plus. Par contre, il y a des ombres obscures qui gèrent le pays, en tout cas, qui donnent l'impression de gérer le pays. Et qui ne sont même pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent à soutenir un tel modèle? C'est-à-dire que les gens se sont mis sincèrement derrière le président Biya, ils l'ont servi fidèlement. Et tant que le président Biya assumait, tant qu'il était là, il disait oui, c'est avec ce monsieur qu'on a signé. Maintenant, le président Biya, on ne le voit plus, pratiquement plus. Est-ce que ça peut rejoindre les indiscrétions selon lesquelles les ministres Chiroma et ministre d'État Bello Bouba diraient qu'ils n'arrivent pas à rencontrer depuis un certain moment le président Biya, qui est un allié et avec qui il devait de temps en temps échanger. Voilà donc l'un des indices. L'un des indices, c'est qu'en fait, comment les gens veulent? Bello Bouba et Chiroma ont décidé de soutenir quelqu'un qu'ils voyaient, quelqu'un qui assumait ces actes, avec lequel ils pouvaient discuter. Cette personne, pour des raisons d'âge ou peut-être de maladie, est très en retrait. Et donc, personne gère en son nom à travers les hautes institutions. Comment voulez-vous que des hommes normaux acceptent ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Mais si c'était vrai ce que vous dites, moi c'est mes analyses. Oui, bien sûr, on reste dans vos analyses. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas considérer ces alliés-là que c'est la continuité de celui avec qui ils ont passé des accords? Mais la continuité ne signifie pas que celui avec lequel j'ai signé des accords se met en retrait et je vois des ombres noires, obscures. C'est-à-dire qu'ils circulent, ils prennent des décisions, on ne sait même pas. Et puis je n'ai pas moyen d'aller demander à mon partenaire mais il y a telle décision, pourquoi on l'a-t-on prise? Parce que c'est sûr, si le ministre Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba et le ministre Chiroma se plaignent qu'ils n'ont pas pu compter avec le chef d'État, ça veut dire qu'il y a un élément de leur contrat qui a été rompu, la capacité d'aller réclamer, d'aller dire mais... Ou même de se concerter permanemment. Tout ça là, voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut voir plutôt dans ce retrait. La protestation est mise par ces hommes politiques, ces grands hommes politiques, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont l'emploi veut gérer la transition. Si l'emploi veut gérer le pays, que l'un d'entre eux lève le doigt et se prononce. C'est ça. Ils ne veulent pas ce qu'on a vu au Zimbabwe,
où un vieux chef est manipulé par sa femme et des gens obscurs, ce qu'on avait vu en Tunisie, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Au Gabon, davantage. Et dernièrement au Gabon. Moi, c'est ce mélange-là que moi je vois. Et c'est pour ça que je dis que la réaction de ces deux ministres n'est qu'un coup de sémence. Qui vous dit que même les institutions du Cameroun, y compris l'armée, vont accepter, continuer eux croient qu'ils ont un chef d'État alors que c'est des ombres obscures. Le représentant du RDPC, il est quand même membre chargé de mission permanente au comité central, qui vous dit c'est pratiquement des épiphénomènes qui n'impacteraient en rien la force du RDPC, l'ancrage du RDPC dans la région septentrionale. Il faut dissocier deux aspects différents. L'emprise politique du RDPC sur le terrain qui est liée à son énorme appareil et la fidélité à Biya. C'est deux choses totalement différentes. Les gens ont soutenu Biya. Ils continuent d'ailleurs à le soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Chiroma et Belobouba, le message qu'ils veulent dire, nous transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Ils ne sont pas d'accord. Et leurs militants ne pouvaient pas comprendre. Les militants ont compris que ces ministres-là soutiennent Biya. Mais encore qu'il s'agit de Biya, c'est-à-dire Biya qui prenait ses décisions, Biya qui sanctionnait, Biya, mais ce n'est pas un Biya qui est devenu pratiquement je ne dirais pas parce que les gens n'aiment pas les termes, mais tout le monde voit bien. Et c'était devenu impossible. Je dis, nous voulons bâtir un monde qui n'existe pas. Ce qui se passe actuellement, c'est entre les partenaires. Ne soyez pas surpris que dans un temps proche, que ça se passe entre eux-mêmes. Parce que ce que Dieu venait de décrire, qui est perfectiblement la réalité de la chose, où un groupe de gens veulent maintenir le président prennent le président Paul Biya en otage et veulent l'utiliser pour pouvoir faire du pays ce qu'ils veulent. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, y compris dans l'appareil politique, c'est-à-dire le RDPC qui les rassemble. Je ne comprends pas. Le professeur semble Vous pensez que le président Paul Biya, que tout le monde connaît, si c'est lui qui prenait vraiment les décisions, je prends un seul exemple. J'étais convoqué, je suis allé à l'Assemblée vendredi dernier par rapport au congrès du Parlement pour recevoir le serment d'une femme. Cette femme, elle était militante active comme toi dans le RDPC. Cette femme, elle est ingénieure agronome et on l'envoie dans une institution, dans une juridiction. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez que si c'est le président Paul Biya qui prenait une décision, il pouvait vous laisser, vous, professeur Kankou, l'une des pièces chevronnées, de personnalité chevronnées en matière de droit constitutionnel dans notre pays? Vous parlez du professeur. Du professeur. Le président Paul Biya pouvait le laisser et prendre une ingénieure agronome pour envoyer au Conseil constitutionnel. Ouais, parce que les deux sont militants. Parce qu'on pouvait dire non, il cherchait une personnalité neutre. Mais vous pensez qu'on peut continuer, on peut gérer le pays comme ça et attendre quel résultat? Le Conseil constitutionnel est l'instance juridictionnelle en matière de constitutionnalité des lois, en matière d'arbitrage dans le fonctionnement des institutions, et tout ça c'est sur la base de la lecture et de l'interprétation de la loi, en matière du contentieux électoral, notamment en l'élection présidentielle, référendaire et parlementaire. Donc vous envoyez les ingénieurs agronomes là-bas. Bon, mais ça n'enlève rien ça n'enlève rien à la valeur de cette dame. Je voudrais quand même. Personne ne nie sa valeur. Mais je pense que le président Paul Biya, lui-même, quand il prenait la décision, savait quand même utiliser les gens là où ils peuvent apporter le meilleur rendement à la nation. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous pensez que ça ne crée pas de frustration à l'intérieur? Ça crée des frustrations. Parce que les gens qui sont là, qui se battent, qui ont à donner en matière d'expertise,
au sein des institutions qui demandent ces expertises-là. On les laisse de côté et on amène des gens qui n'y comprendront rien. Eux-mêmes, ça leur plaît. Vous croyez que les gens n'aiment pas ce pays? Les militants du RDPC n'aiment pas le pays. Il y a beaucoup, les militants... Quand je l'ai dit, et le professeur peut le témoigner, lui et moi, on se retrouve souvent. On s'est connus quand il était député, il n'était pas député. Il m'a amené manger le poulet, le poulet brisé à la briqueterie. Il était député. Moi, je n'étais rien. Mais alors, on cause souvent. J'étais que communicant politique. Et on cause souvent. Mais nous connaissons quand même que, je lui ai toujours dit, que le RDPC est le seul parti politique au Cameroun qui peut se vanter d'avoir véritablement le maximum de ce que le Cameroun a comme l'intelligentsia. Dans les expertises dans tout le domaine, le RDPC a. Mais comment vous pouvez comprendre que quand il faut les utiliser pour que ces intelligences apportent le rendement optimal à la nation, on les laisse de côté, on les laisse dans le quartier et on part ramasser, prendre les gens qui ne peuvent rien apporter. Donc je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui, oui, effectivement, dans cette prise d'otage qui se fait au sommet du pays, les gens le connaissent. Même dans le haut commandement, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que les gens qui aiment ce pays disent que ce n'est pas normal. Et donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant le 12 octobre, le 12 juillet prochain. Et pour savoir qu'est-ce qui va se passer comme décision dans le RDPC à partir du 12. Parce que la décision que vous prendrez au sein du RDPC à partir du 12... Pourquoi le 12 juillet? Je parle du 12 juillet parce que c'est la date de convocation du corps électoral. Et donc, si vous pensez que les signaux qui sont là ne vous disent rien, vous risquez d'être surpris. Et toute ma prière, c'est que votre surprise n'impacte pas négativement la vie de la nation. Et nous travaillons, nous prions Dieu pour qu'il nous le fasse ça. Je voudrais rentrer pour dire que si ce n'était pas une manière de pouvoir mettre de côté tout ce qui est engagement politique et les objectifs politiques, parce que j'ai le pays avec le politique, pour prendre l'intérêt matériel, financier, personnel d'un groupe de gens qui ne rêvent et pensent qu'à leurs intérêts, on ne pouvait pas comprendre que le président Paul Biya instruise la signature d'une plateforme politique avec un parti comme l'UNDP. Quand je lis ça, j'ai vu là, au premier plan, les deux partis devraient œuvrer ensemble pour améliorer le système électoral camerounais. Oui, justement, je voulais vous interroger sur que stipulaient, que prévoyaient les accords politiques entre les différents alliés. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans les différentes articulations. Je vais m'arrêter parce que les articulations, il y avait ce qu'ils devaient faire ensemble sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan socio-économique et tout ça, et culturel. Mais je voudrais m'arrêter seulement sur le plan politique, qui était le premier point de la plateforme. On a dit, bon, nous nous mettons ensemble pour assainir le système électoral. Et cet assainissement, l'UNDP a clarifié ces 4 points. Je vous assure que j'ai eu la chance. Nous avons commencé des débats politiques en 2010 dans le cadre de l'espace politique des partis politiques à la CRTV, dont à chaque fois, j'étais soit avec Mohamed Talba, soit avec Maïdadi, de toutes les façons, soit avec mon ami Mokhtar Babada, dont j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la grande instance de l'UNDP. Donc je les écoute et je comprenais leur communication. L'UNDP avait dit ceci. Sur le plan de l'assainissement du système électoral, il faut instaurer le bulletin unique. Ça, c'était l'un des points forts. Parce que, vous pouvez dire, quand le RDPC arrive dans les montagnes là-bas, on vient soit les autorités traditionnelles, parce que les gens s'amusent toujours à dire non, ce sont des moutons du Nord, c'est que quand le Lamido dit allez à gauche, ils vont à gauche, allez à droite. Ce n'était pas ça. C'est des influences de ces autorités avec les élus qui imposaient aux électeurs de rentrer avec le bulletin de l'UNDP, leur montrer, parce que dans la majorité des circonscriptions électorales, l'UNDP était toujours en duel avec... donc, il y a ça. Ou l'achat de conscience. On vous dit, bon, voilà, on a affamé la population, va voter contre tel parti de l'opposition et rentre avec leur bulletin, nous montrer comme preuve de leur rejet et on te donne l'argent. Donc, l'UNDP a proposé l'instauration du bulletin unique qui a le double avantage de permettre à la trésorerie de l'État d'économiser de l'argent, parce qu'on ne va plus multiplier les billets proportionnellement au nombre des listes, des candidats en liste,
qui a l'avantage de réduire la possibilité de fraude par achat de conscience et trahison du secret de vote. L'UNDP avait proposé en matière de répartition de sièges, l'UNDP a dit bon, le système aujourd'hui est un système de majorité absolue. Qui voudrait que quand vous êtes en duel avec quelqu'un dans une circonscription, vous avez 50% plus 1, c'est-à-dire que tu as 51 voix, il y a machin, vous prenez la totalité des sièges et lui qui a 99, toi n'a rien. Ça, ce n'est pas démocratique. La légitimité, quand on a un tel système, il y a une crise de légitimité. Et l'UNDP avait donc proposé, au lieu de la majorité absolue, ce qu'ils ont appelé la majorité qualifiée. Ils disaient, bon, mais on peut avoir tous les sièges, mais à condition d'avoir recueilli 2 tiers ou 3 quarts de poussage. Sinon, quand tu n'as pas ça, on partage les sièges proportionnellement au suffrage. L'UNDP a proposé ça. On a rejeté. L'UNDP est venu chercher à résoudre un autre problème d'injustice. Lui et moi, il était parlementaire, je suis parlementaire, je suis député. La Constitution dit que le député représente la nation. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une clé de répartition des circonscriptions où un député représente 1 million de citoyens et puis une circonscription où un député représente à peine 25 personnes. Donc une répartition inéquitable du nombre de sièges à l'Assemblée nationale est une source d'injustice, de tricherie que le RDPC maintient. L'UNDP avait donc proposé de changer cela, d'aller à la répartition équitable avec une clé de répartition qui tient compte à la fois de la superficie et de la population. Ce que vous nous dites, Adamo Koupit, c'est que l'UNDP est un parti politique qui peut gérer le Cameroun, le FSNC, tous les autres partis, l'UDC, et que c'est le RDPC qui est un parti des diables, c'est ça? Effectivement. Ce n'est pas que je dis, c'est ce qui se voit. Parce que, attendez, du moment où mais ils ont géré solidairement la... Non, ils ont géré quoi solidairement? Je peux vous dire une chose. Vous ne pouvez pas les démissions. Les démissions qu'on a aujourd'hui. Ne parlez pas de gérer solidairement. Mais bien sûr. Parce que oui, on peut le dire. Qu'ils ont géré solidairement, ils ont fait ci solidairement. Oui, il y a des gens, j'ai parlé tout à l'heure que j'admire leur patience. Le patient, parce que s'il n'avait pas un haut degré de patience, ça devait éclater depuis. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un gouvernement où vous n'êtes même pas, où il n'y a pas de conseil. La patience pendant 30 ans, monsieur Adamo Koupit, pendant 30 ans. Vous voyez les gens, je peux vous dire qu'il y a des moments où quelqu'un peut rester à la présidence, se donnant les allures du président, à prendre le téléphone, appeler un ministre pour le gronder. Donc il y a des choses comme ça qui se vivent. Et le professeur ne peut pas nous démentir. Sur la répartition des postes ministériels, est-ce qu'ils n'ont pas eu de postes ministériels? Et je vais vous dire, nulle part, quand je lis la plateforme UNDP, RDPC, on a parlé, je ne vois pas là où on a parlé du nombre de postes ministériels. Peut-être l'entrée au gouvernement était une conséquence de la signature de cette plateforme, puisque les deux voudraient œuvrer ensemble pour la stabilité et la paix dans le pays. Et je l'ai rappelé, c'était dans un contexte où le pouvoir redoutait ce qui pouvait se passer. Où l'opposition boycotte l'élection présidentielle, où quelques mois avant, on a tué un député de l'opposition. Et donc, on pouvait redouter si le président allait exercer tranquillement le mandat sans que les lignes ne bougent brutalement. Donc, ils avaient tout intérêt de chercher quelque chose qui pouvait stabiliser cette langue conjoncturelle, peut-être un peu risquée sur le plan de la violence politique. Donc, ça les a poussés à aller négocier cette plateforme avec l'UNDP. Donc, l'éclatement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore avec les alliés. Et je crois qu'il reste un autre allié, mais c'est même si l'UPC n'a que le poste de président du conseil d'administration, il doit également tirer les conséquences. Et pour terminer, je vais vous dire que j'étais à l'extrême nord. J'étais à l'extrême nord dans le cadre d'une mission parlementaire conduite par l'honorable Emma Toundi, Sa Majesté Emma Toundi, qui est secrétaire du groupe parlementaire RDPC. Donc, je profite pour saluer monsieur le gouverneur qui avait reçu la délégation, monsieur le préfet du Diamari qui avait également reçu la délégation et le maire de Mora qui avait également, même comme il était à Yaoundé, avait fait par son agent recevoir la délégation également. Donc en marge de cette mission parlementaire, j'ai fait un travail politique.
Puis si dans nos heures libres, moi je ne dormais pas. Pour l'UDC. Pour l'UDC, pour le compte de l'UDC. Et je salue le président département de l'UDC de Mayo Danaï Sud, Papachita, et les dynamiques membres du bureau. Et qu'est-ce que vous avez dit? Ce que j'ai pu relever durant ce séjour, dans mes consultations politiques, pas seulement dans les rangs de l'UDC, parce que beaucoup de gens me reconnaissaient là-bas, venaient à moi, venaient à l'hôtel, on causait, et je sortais également. Donc, même vos militants, professeur, n'en veulent pas. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas de quoi ne veulent pas de quoi de la candidature du président Paul Biya. Il va le comprendre. Donc, même vos 25 députés de l'Est Nord dont vous vous vantez, ne soyez pas surpris qu'ils soient pourchassés. Mais en même temps, de voter pour Biya. Parce que pour eux, ils savent que on va leur demander de voter pour Paul Biya, alors qu'en réalité, c'est le nom de Paul Biya qu'on utilise. Ce n'est pas le président Biya qui gérera le pouvoir après. Bon, mais et ils ne peuvent pas. Donc, en même temps, honorable Koupit, sans exagération, on a aussi suivi des fils et filles du Nord, du Grand Nord, dire s'il fallait même qu'on change de pouvoir, ce ne serait pas ces deux qui... Qui vous a dit que ces deux... Qui vous a dit que le président Chiroma ou le président Bello sont sortis là parce qu'ils veulent à tout prix être président? Ils vous ont parlé d'une prédisposition à aller en négociation avec les autres acteurs de l'opposition. Et l'opposition travaille aujourd'hui dans la logique de promouvoir ce que nous appelons la candidature consensuelle. La candidature consensuelle a la différence de candidature unique et que ce n'est pas avant la convocation, ou bien en tout cas avant la proclamation de la liste des candidatures validée par l'ECAM et le Conseil constitutionnel qu'on va dire c'est celle qui sera candidat. Donc quand ces listes seront validées, vous allez voir l'opposition en action pour jouer sa partition par rapport à ce tournant historique hautement sensible de l'histoire politique de notre pays. Parce que si on négocie mal ce tournant, nous nous sommes toujours vantés d'être ce îlot de paix. Dieu continuera à nous le faire, nous le prions. Mais si nous ne négocions pas suffisamment ce tournant, on risque d'être surpris et je souhaite que la surprise soit positive. D'accord, écoutons Dieudonné. Mais avant Dieudonné, le ministre d'État Bello Bobo va démissionner cette semaine. Il ne devient pas à nous ou à lui ou à l'opinion de dire... vous ne pouvez pas donner cette information. Effectivement, même s'il a une démission à faire, ce n'est pas à l'opinion qu'il va le faire, c'est à celui qui l'a nommé qu'il va le transmettre. Nous reconnaissons qu'il y a conflit d'intérêt entre la position du candidat et des leaders de l'opposition actuelle et l'action gouvernementale. Ça va de soi, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Oui, ça va de soi, je peux vous le dire que j'ai des confidences. Il nous donne une primeur. Honorable Koupit, lui, il ne se veut pas spéculatif. Il dit qu'il va... Le conflit d'intérêt ne le permet pas. D'accord, je donnais son bas. Est-ce que vous pensez que les fils du Grand Nord peuvent mener toutes les actions qui sont menées aujourd'hui et puis laisser partir le pouvoir ailleurs? Alors que là, il a démissionné, là, il a annoncé sa candidature, il va peut-être démissionner les prochains jours. Et pour que le pouvoir parte ailleurs, vous pensez que ça puisse être leur combat? Je crois que il faut sérier les objectifs des gens. Pour le moment, le Grand Nord ne me paraît pas encore en ordre de bataille pour venir prendre le pouvoir à Yaoundé. C'est peut-être un objectif, du moins pour certains milieux. Mais la lecture actuelle des événements, moi je ne les rattache pas à vos préoccupations. Je pose le problème fondamental de ce qu'on peut appeler les allégeances à un chef de l'État. Le chef de l'État, Biya, le président Biya, bénéficie des allégeances des partis politiques, à commencer par le sien, ensuite par celui de ses partenaires. Il bénéficie également des allégeances des institutions et même notamment de l'armée. Aujourd'hui, ces allégeances commencent à se distendre.
Il faut trouver la raison. La raison est que ces allégeances ne se justifient plus du moment où on n'a plus l'impression qu'il est en mesure d'assumer. Et donc, ce qu'ont fait les ministres Chiroma et Bello, c'est plus, il faut y lire plutôt un coup de sémence, c'est-à-dire un indicateur qui montre que même les autres allégeances vont aussi se distendre. Autrement dit, même le soutien du RDPC, il y a des pans du RDPC qui ne vont plus accepter ce mot-ça. Ils vont suivre. Et à côté de ça, il y a des institutions. Il ne faut pas imaginer les gens qui sont autour de Biya, qui pensent qu'ils peuvent l'instrumentaliser, ne doivent pas s'imaginer un instant que l'administration et l'armée vont les laisser faire. C'est-à-dire, on maintient un chef d'État postiche, ils se mettent à faire le désordre qu'ils font au palais. Ça ne peut pas continuer. Je crois que c'est beaucoup plus là qu'il faut lire l'action des ministres. C'est-à-dire, l'action des ministres se lit par rapport au maintien des allégeances vis-à-vis du chef de l'État. Ce n'est pas par rapport au combat politique. Bon, est-ce que ça va donc assurément être difficile parce que on savait sur Ahidjo pouvait compter sur des dinosaures politiques, des dinosaures administratifs comme Biya lui-même, comme Samuel Ebois, comme Aïssim Bodo, qui pouvait constituer, Moussa Yaya, tout ça là, qui pouvait constituer un cordon. Mais aujourd'hui, est-ce que ce genre de profil existe, de profil moral existe dans le gouvernement? Non, ça existe. Les Bello Boubala, c'est des gens comme ça. Seulement, c'est Biya qui n'existe plus. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, en fait, si vous enlevez 20 ans à Biya maintenant, mais ces gens-là existent. Le problème, c'est que vous voulez maintenir quelqu'un qui n'assume plus, à tout cas, on constate qu'il n'assume plus. Et vous voulez le sauver à tout prix. On dit que non. Lorsque je parle de cordon, je dis justement pour le protéger, qui constitue la dernière barrière avant de l'atteindre, c'est-à-dire l'élection arrive et qui peuvent assurer d'une manière ou d'une autre ou à tous les prix, justement la réélection de Paul Biya. La réélection, non, vous comprenez. Étaient capables de ce que je dis ceci, la réélection de Paul Biya est une erreur, en ce sens que il ne peut plus, les allégeances ne vont pas se reproduire. Tout simplement parce que les gens ont pris acte qu'ils ne peuvent plus assumer correctement les missions. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'aime pas Biya. On a tout simplement acte que, tel qu'il est là, il ne peut plus répondre aux attentes. Et donc ce que les gens attendent, que ce soit, comme je l'ai dit, les partis politiques, le RDPC, je crois, un jeune homme a eu le courage, un jeune homme de chez moi, on a un atelier, c'est ça? Léon Taylor. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien, mais bon, ils ont peut-être peur. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est le problème, c'est que les gens, on ne faut plus raisonner avec le président Biya comme il y a 20 ans. Mais vous avez toujours des fidèles, vous avez les Atanganji, les Moutazé, les, je sais pas, qui peuvent, justement, c'est des mauvais fidèles. Mais qui peuvent constituer ce cordon-là aujourd'hui, non? Non, ils ne constituent aucun cordon. Je vous dis que ces gens-là, j'ai bien les allégeances qui ont permis au chef de l'État de faire 42 ans. 43 ans. Les alliances, c'est quoi? C'est l'adhésion. Les gens sont d'accord que soit président. Ces adhésions, une fois de plus, ne sont pas seulement politiques. Elles sont militaires. Il faut faire attention. C'est pour ça que lorsque les allégeances se détruisent et que la vie politique ne permet pas de remplacer, l'armée remplace. Donc, ce que vous tentez de faire,
C'est vous voulez nous créer un coup d'État au Cameroun. Mais faites attention, Dieudonné Somba, parce que même dans le septentrion, on a beau avoir tout ce que vous dites, des défections, Chiruma, Bello et les autres, mais il reste Kavaï et Guy Gibril, il reste à la Minmé, mais bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi vous riez. Je vais prendre certains exemples pour comprendre la dynamique. Mais attendez. On ne peut pas parler seul. Non, s'il vous plaît. Je prends quelques exemples. Non, vous ne pouvez pas parler seul, monsieur. Non, si vous voulez le dire à une minute. Lors d'un rassemblement organisé par le RDPC à l'extrême nord, le chef de la délégation permanente du RDPC pour le Mao Tchanaga, le ministre Zakari Kereve, il a dit qu'en 2025, nous irons aux élections, qu'est-ce qu'on va défendre au peuple? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous regardez l'action du ministre de l'administration territoriale. Je n'ai pas suivi ses propos. J'espère Ça, que je vous le dis. vous ne dénaturez pas. Non. Je peux vous l'avouer. Il a dit ça. Quand vous analysez l'action du ministre de l'administration territoriale, qui part faire en route, qui part prendre la route Garoua-Ngaoundéré au volant de sa voiture, qui pose un acte qui n'est pas de son ressort de compétence, qui est du ministère des Travaux publics, vous allez comprendre, vous comprenez quelle dynamique il y a, au sein du RDPC. Même le délégué général à la sûreté, mais c'est pour dire quoi? Je pensais que vous preniez la parole, cette parenthèse pour battre en brèche, ce que j'ai dit. Les cavaliers Djibril existent dans le Grand Nord. Ils existent. Quand vous regardez, même les gens comme Salidarou, continuent d'exister. Quand vous regardez, Tu disais comment? Bon, ma foi, mais ils existent tout de même. Ça sera pas comme une pratique. aujourd'hui, quand le président de l'Assemblée nationale tient un discours, vous savez ce qu'on en fait avec ce discours? On commence à faire des blagues. Non, laissez Dieu donner, on va parler. Des blagues. Je voudrais vous dire que ça ne sera pas comme une partie de billes aussi pour l'opposition dans le Non, je crois que... Moi, je ne vais pas parler d'opposition. Je parle d'un scénario de rupture. Moi, la menace que je fais... Mais il n'y a pas de problème politique au Cameroun. Pour le moment. La menace que j'ai, c'est le scénario de rupture. À savoir, quand vous citez les cavales et autres, on peut les classer par, justement, dans le lot des gens qui veulent continuer avec un système en instrumentalisant quelqu'un qui n'existe plus, pratiquement plus. Hein? Donc, c'est un mauvais message. Les gens qui continuent à tenir ce discours et envoient un mauvais message aux autres corps de la population. Je dis une fois de plus, le président Biya ne peut plus, à son âge, maintenir les allégeances qui lui ont permis de rester au pouvoir. En conséquence, persister sur cette voie, c'est nous conduire directement vers un scénario de rupture. Voilà. Ça veut dire qu'on risque un coup d'État. Non, Dieudonné, il y a laissez-moi finir. Non, il y a une rhétorique qu'il faut carrément éviter. Non, du tout. Je le dis. Non, je n'accepte pas que ce soit dit sur le plateau. Éviter. Je le dis pour éviter. Parce que on n'a jamais vu une armée nationale accepter un chef qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire que d'autres personnes prennent la décision en son nom. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas nous conduire vers ce scénario. Les gens qui soutiennent la candidature du chef de l'État veulent nous conduire vers un scénario de rupture. Hein? Donc, ce que j'ai dit, moi j'ai dit, il faut éviter, parce que depuis que le Cameroun a connu sa vie politique, on n'a jamais eu ce genre de scénario de rupture. C'est-à-dire, Mbida est parti de manière au moins institutionnelle, Aïdjo est parti de manière institutionnelle, il faut que Biya parte de manière institutionnelle. Et il ne faut pas mener le pays ce n'est pas possible. Et ceux qui manipulent ce jeu, qui sont autour de Biya, doivent comprendre qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc, la réaction des deux ministres est tout simplement un coup de sémence. Ne donnez pas une interprétation politique à ça. Considérez ça comme un message
que les allégeances du Biya vont se détruire parce que les gens ne le voient plus comme un président. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fait ça si le président Biya était encore plus actif. Non, si Biya avait eu 10 ans de moins ou 20 ans de moins, il n'y aurait pas de problème. D'accord. C'est ce que j'ai dit.